Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est excellent de vous retrouver au rendez-vous comme tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. Vous écoutez juste derrière vous Christelle Cholet en mode Edith Piaf. C'est une artiste polyvalente, Christelle, qui a brillé dans nos petits écrans, marqué son passage sur les ondes et exploré le monde du cinéma. Elle a ensorcelé les spectateurs du bistrot le 3945 à Toulouse avec les chansons d'Edith Piaf dans les années 90. Elle en a fait un spectacle d'ailleurs qui cartonne depuis des années, l'Ampiafé. Alors sa version 2.0, elle nous la propose en ce moment, et ça déménage en version dépanneuse de la chanson au Théâtre de la Tour Eiffel, qui lui appartient aussi, car Christelle Cholet a plusieurs cordes à son arc, vous l'aurez compris. On aime ça sur Sud Radio. Christelle Cholet, bienvenue dans cet excellent. Mais merci beaucoup pour ce joli portrait. Merci, je suis très contente d'être là. Très c'est heureuse. Un plaisir partagé. Elle a monté avec ses propres mains une marque de prêt-à-porter devenue éponyme en jouant habilement sur les codes classiques entre imprimé, finition, masculin, féminin. Sophie Méchalier est à la tête de Paul & Joe et fait de son indépendance une force. Ses vêtements sont d'une qualité exceptionnelle, incarne un engagement fort en faveur de la production française, la rigueur artisanale, une esthétique raffinée. Je vous vois bouger la tête. Absolument. Ça vous plaît? Ouais. Et où est-elle allée chercher tout ça? C'est la question qu'on se pose. Et puis je vais vous le demander évidemment. Sophie Méchalier, avec bienvenue. grand plaisir, ravie d'être là aussi, Ah ouais, moi Christelle, aussi. trop sympa. C'est une émission heureuse. blonde ce soir, chers Exactement. auditeurs. On ne fait que Faut le voir parler. pour le croire. Puis en plus, il y a du cheveu. C'est excellent. Voilà. Bienvenue chez vous. C'est parti. Allez, on réécoute encore un petit peu pour se faire plaisir. Vous entendez Christelle Cholet en fond, en mode Edith Piaf. Cet air qui m'obsède jour et nuit, pourtant n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je Précise viens. que c'est une nouvelle version. Ce quand n'est même. pas de 100 000 musiciens. A priori, on aura compris. Voilà, Edith Piaf revisitée. Alors, Christelle Cholet, quand même un petit mot pour nos auditeurs. Chers auditeurs, vous imaginez l'arrivée fracassante d'une dépanneuse de la chanson vêtue d'un mini-short aux jambes pailletées, avec un ciré jaune, botté et casqué à la manière d'un livreur en Un scooter. ciré jaune Paul & Joe. En plus. Alors, vous êtes appelé en renfort, Christelle Cholet, pour interpréter un morceau de Piaf, et puis ça se transforme en performance survoltée aux sonorités assez inattendues. Il y a du blues, du rock, de la salsa, du reggae, etc. C'est vous, Christelle Cholet. D'où ça vous est venu tout ça? Pourquoi avoir eu envie de revisiter ça avec tant de ferveur et de drôlerie aussi, on peut le dire? Ben, écoutez, c'est devenu un peu comme Sophie et cette envie de faire quelque chose de ses mains. J'avais, il y a 15-17 ans maintenant, quand j'ai créé l'Ampiafé, parce que c'est une reprise à l'occasion des 60 ans de l'anniversaire de la mort de Piaf. Il existe depuis 2006. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais pas joué depuis 15 ans. À l'époque, j'avais un peu le syndrome de la vache qui rit, c'est-à-dire que je passais des auditions et j'étais toujours trop quelque chose. La pub de la vache qui rit, trop blond, trop aigu, tout ça. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose à moi. Et moi, mon truc, c'était de chanter beaucoup. Puisque j'avais une sacrée voix. J'avais fait de la comédie musicale, j'avais fait des spectacles musicaux avec Roger Louré, les années Twist, etc. Et je me suis dit, je vais faire un spectacle à moi. Et j'ai eu envie de faire un spectacle avec des chansons de Piaf, parce que je les chantais beaucoup dans les cafés-concerts. Et partout dans le monde, on me demandait, parce que fille internationale. Non, mais je suis allée chanter à New York, par exemple, dans les cafés-concerts et tout. Et on me demandait des chansons de Piaf et je trouvais ça extraordinaire. Et du coup, je me suis penchée sur ce personnage de femme qui est Edith Piaf, libre, complètement désinhibée à son époque, un peu Pygmalion avec tous ces mecs. Et j'étais fortement impressionnée par cette femme. Et je me suis dit, je vais gratter quand même et je vais voir. Et je me suis rendu compte bien avant que la môme sorte, qui lui a quand même du rayonnement aussi, qui lui a donné du rayonnement un peu partout. Je me suis rendu compte que c'était une femme hyper drôle, qui avait une espèce en plus, c'est que c'est une femme qui est écoutée dans le monde entier et qui représente la culture française absolument partout sur le monde, mais qui bizarrement n'est pas très écoutée en France. Non, qui mais c'est passe pour pas ça tellement aussi à la radio. parce que j'ai repris l'Ampiafé. Alors parce que ce spectacle, j'ai des souvenirs de gens qui rigolent, mais en n'ont plus pouvoir. Et ça, c'est vrai que quand on a fait un spectacle comme ça, on voit des barres de rire dans la salle. C'est vrai qu'on se marre bien. Parce que vous mélangez l'humour évidemment et la chanson. Et on se dit, on a très envie de refaire ça. J'avais envie de refaire ça pour les 60 ans, mais pour Piaf aussi un petit peu, parce que je me dis que ma fille de 14 ans, peut-être que si je n'avais pas écouté des chansons de Piaf quand elle était petite, elle connaîtrait pas trop. Et je trouve ça vachement important. Donc du coup, voilà, c'est la reprise totale de ce spectacle, mais évidemment adapté parce que l'humour est vite obsolète et du coup on s'est remis en 2023. Et alors justement, vous arrivez à mélanger la musique et l'humour. Vous avez une sacrée énergie
sur scène, c'est impressionnant. Chanteuse ou humoriste, il n'y a pas de barrière finalement, c'est deux choses qui vous caractérisent complètement et c'est pas séparable en fait. Quand on, non, quand c'est on pas parle séparable, pour moi en tout cas, ouais. C'est un peu ma ligne, comme Sophie va parler de ses fringues tout à l'heure, moi je dis mon style c'est ça. Ma signature c'est ça et je crois que les gens reviennent pour ça aussi parce que je sais pas s'ils voudraient d'une Christelle Chollet qui chante pas ou d'une Christelle Chollet qui les fait pas rigoler quoi. Et le fait d'être multiple comme ça, c'est aussi ce qui vous définit vous de toute façon en fait. Oui, en général. Oui, mais parce que en fait le truc c'est que c'est raconter des histoires aux gens. Alors peu importe la forme, le fond est le même. Je raconte des histoires en chantant ou en les faisant rigoler avec des textes ou même au théâtre parfois parce que je peux aussi faire autre chose que mes spectacles à moi. Et puis j'ai envie de partager du live avec les gens aussi parce que la musique c'est un formidable vecteur d'émotion. Donc et ça c'est ma vie en fait et je crois que c'est la vie de tout le monde. On se rappelle tous de la chanson sur laquelle on a roulé un premier patin, la chanson sur laquelle on a marié nos enfants, la chanson, enfin voilà. Donc c'est indissociable. La pour musique moi. C'est un langage universel quoi. Absolument. Ouais. Alors je rappelle l'Ampiafé, c'est en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel, évidemment le spectacle de Christelle Chollet. Qu'est-ce que vous appréciez le plus quand vous montez sur scène dans ce rôle de dépanneuse de la chanson finalement? C'est le rire, c'est le chant, tout est mélangé. C'est quoi le moment qui vous touche le plus, Christelle? Alors je crois que faire rigoler des gens c'est quand même ce qu'il y a de plus assez difficile. Jouissif, assez jouissif, mais difficile et puis aussi hyper exigeant et c'est ça qui me plaît en fait. J'aime bien l'exigence de ces moments-là. J'aime bien aller chercher la petite virgule, la petite seconde qui va faire que les gens vont rigoler encore plus. Donc ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'ils rigolent à chaque fois en fonction des soirs, aux mêmes endroits Oui, ou pas? mais parfois on est surpris parce qu'ils rigolent autrement, parce qu'il se passe autre chose dans la salle, parce que ça peut être le même spectacle, les mêmes musiciens, et c'est pas le même public, et même ce serait le même public, le jour d'après ils rigoleraient pas. C'est le propre du live aussi. Exactement. Quand t'es en direct comme tout ça, est différent. T'as des fois des gens peut-être qui peuvent intervenir, qui font que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et puis l'atmosphère aussi, en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'on a vécu nous, il se passe pas les mêmes choses. Les rires des gens sont différents. Alors parfois il y a des gens qui rigolent comme des poules dans la salle, c'est hyper drôle. Qui entraînent des gens à rire. Vous avez une petite anecdote amusante à nous partager justement d'une réaction de public depuis que vous avez repris l'Ampiafé? Oui, l'autre jour au deuxième rang, j'ai une dame qui parlait beaucoup. C'est terrible. La pauvre. Très fort aussi. Oui, très fort. Et alors, elle parlait très fort, et donc ça, c'est pas grave parce que bon, je sais gérer. Mais surtout, elle chantait très fort toutes mes chansons. Parfois, ça me gênait. Surtout, à un moment, il y a une chanson. Je dis, on va réhabiliter le slow en discothèque. Et je chante une chanson de Piaf et je dis que c'est un slow. La vie en rose, évidemment, c'est un slow, c'est un beau slow que j'ai réadapté. Et donc, je commence à chanter quand il me prend dans ses bras, et j'entends quand il me prend dans ses bras. Et tout le long de la chanson, mais c'était tellement drôle. Mais qu'est-ce que vous espérez qu'ils retiennent les spectateurs finalement? De la joie et puis aussi Edith en fait, Edith Piaf quoi. Oui, mais surtout le fait de se dire en sortant qu'ils ont passé un bon moment et puis ils ont tout oublié, qu'ils ont rigolé en famille, parce qu'il y a vraiment beaucoup de familles qui viennent. Ça va du petit de 7-8 ans jusqu'aux grands-parents et voire arrière-grands-parents. Donc c'est comme la musique est universelle, c'est aussi universellement familial. Donc voilà. Et puis moi j'aime bien faire de l'humour qui est accessible à tous, parce que moi j'ai des enfants qui ont des âges différents, 23, 20, 14, et quand ils étaient un peu plus jeunes, j'aimais bien aller au spectacle en famille avec tout le monde et voir avec mes parents, mes grands-parents. Je trouve que c'est un vrai partage, la comme transgénérationnalité, la bouffe, en fait, comme aller au restaurant et aller tous ensemble. C'est partager le plaisir. Partager le plaisir. Des dîners familiaux avec les belles tables, avec l'opulence, les tables d'abondance. J'adore. Sophie Méchali, quand l'audace et la créativité de Christelle Chollet, c'est des valeurs que vous avez en commun toutes les deux, clairement. Je vois dans tes yeux quand tu parles cette brillance, cette passion que tu as dans ton travail et l'envie de faire plaisir, et on partage. Je pense que c'est ça. Ça aussi en commun, parce que lorsque je crée mes vêtements, je pense beaucoup au fait de faire du bien aux femmes et aux hommes qui vont découvrir et qui vont essayer et qui vont porter mes vêtements, parce que c'est ce qui compte à la finale. C'est vrai que la première fois que j'ai acheté tes vêtements, je me rappelle de la matière. Et j'avais trouvé que les matières étaient belles. Tu sais, ça c'est super important quand tu touches une veste. Tu vas pas dans un truc lambda qui coûte 2 balles. Tu touches et tu dis c'est super joli. Les chemisiers, j'ai des chemisiers production française à 70%. Attention. Alors on a augmenté, on est passé à 80. La confection de toute la pièce à manche, de tous les tailleurs, pantalons, les par-dessus, les manteaux, les trenches sont fabriqués en France dans des ateliers particuliers. Et je suis très contente, je suis très fière. Mes tissus sont italiens et français. Mes broderies sont faites dans le Nord.
à Villers-au-Tréau, à côté de nos amis les ch'tis. Et j'ai réussi aujourd'hui à faire des produits et des vêtements de grande qualité, avec une vraie créativité, avec un vrai parti pris, justement, stylistique, mais en gardant le côté accessible financièrement. Oui, c'est vrai. Et c'est des vêtements qui traversent aussi les saisons, qui traversent le temps. Et je fais en sorte d'avoir des vêtements qu'on garde dans ses armoires. C'est aussi éthique et responsable, ça c'est important. Oui. Les imprimés aussi, les imprimés, c'est un grand truc pour c'est hyper amusant. Ouais. Moi, je travaille beaucoup sur les tissus d'archives ou sur aussi des idées, par exemple, de tissus d'ameublement, de broderie aussi, de linge de maison, que je trouve à travers mes recherches et que je refais vivre de ces cendres et que je remets au goût du jour en changeant les couleurs, en rajoutant des finitions qui fait que c'est extrêmement moderne. Ouais. Pour avoir de l'imagination, mesdames, je pense que vous allez être d'accord, il faut avoir de l'audace. Ah, complètement. Ça commence par là. C'est l'audace, c'est en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut, aux yeux du public, il faut se démarquer de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut trouver. Aujourd'hui, il y a une telle offre, que ce soit dans ton métier, il y a beaucoup de... Bien sûr. Dans mon métier, alors on n'en parle même pas, parce qu'avec la fast fashion et toutes ces marques qui vendent tout et n'importe quoi très peu cher, qui bénéficient d'énormément de moyens marketing, il faut se démarquer, il faut oser. Et moi, j'appelle ça la liberté, en fait. Ah, oui, la liberté, c'est pour ça que aussi c'est bien de prendre les choses en main pour tous les jeunes filles ou jeunes hommes qui nous écoutent, parce que c'est en faisant qu'on arrive à être libre et pas attendre. Parce que si elle n'avait pas créé sa marque en disant je vais faire ces imprimés là, je vais faire un petit côté comme ci, comme ça, ça n'existerait pas. Et moi non plus. Voilà. Et c'est excellent d'ailleurs, dans cet excellent ce soir avec vous, la comique, chanteuse et bête de scène, attention Christelle Cholet, puis la créatrice de la maison Paul & Joe, quant à elle plutôt bête de mode, Sophie Méchalier. À tout de suite sur Sud Radio. C'est ça. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Et c'est bonne ambiance dans le studio ce soir, c'est excellent. C'est votre rendez-vous du dimanche soir, celui qui donne la parole libre aux créateurs français. Ça se marre en plus. Il nous manque l'apéro, c'est ce qu'on disait. Ce soir à mes côtés pour vous, chers auditeurs, la comédienne et chanteuse Christelle Cholet et la créatrice à la tête de la maison Paul & Joe, Sophie Méchalier. Alors Sophie Méchalier, un peu d'histoire quand même. Vous créez Paul & Joe en 1995. C'est le nom de vos deux fils. Oui, c'est ça. Vous avez fait un passage chez Asdin Alaya, puis après dans l'entreprise de vos parents, le garage, dont les chemises colorées, imprimées et tout cartonnaient à l'époque. Fabrication française. Voilà. Les ateliers, les usines étaient dans le Nord, en Normandie. Je me souviens, petite, accompagner maman avec des gros sacs de tissu pour monter les premiers prototypes le matin très tôt. Vous êtes tombée dedans dès le berceau, quoi, grosso modo. Petite, déjà, j'adorais pendant les périodes des vacances scolaires et tout, quand elle me disait, allez, on va dans le Choletais, on va voir l'usine de t-shirts, puis après on va en Normandie aller voir les fabriques de chemises, parce que chaque produit, enfin c'était de la chemise, donc on avait des fabricants, et elle avait des fabricants que de chemises spécialisées dans un certain produit pour atteindre l'excellence. Et c'est vrai que les chemises de garage... c'est excellent, on adore l'excellence. Ouais, on adore Alors, ce qu'on remarque dans votre parcours, c'est que finalement, très tôt, vous montez votre entreprise. Vous n'êtes pas passé par la case couture comme la majorité des modeux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'ai étudié à l'Institut français de la mode, mais en alternance, déjà à l'époque, tu vois. Donc, je travaillais, j'étudiais. Mais c'est ça, c'était une évidence, en fait, pour vous de vous lancer très rapidement. Vous n'aviez pas envie de travailler pour quelqu'un. Ah non, pas du tout. Ah non, je voulais gagner ma vie, je voulais être indépendante. Voilà. J'étais mariée, j'avais 2 enfants tout petits déjà à l'époque, en 95, j'avais 26, 27 ans, mais je ne voulais dépendre de personne, et je voulais gagner ma vie, et je voulais bâtir, et je voulais construire, et je voulais pouvoir aussi gâter les gens que j'aime en gagnant ma vie. Ah ouais, pareil. Alors, mais moi, c'est mon kiff aussi. Ah non, mais ça, c'est vrai, c'est mon kiff, gâter les gens, c'est-à-dire... Les cadeaux, pour moi, c'est un kiff, les bons restos, allez, viens, on y va. Envoyer les parents. Je peux m'en aller, vous faites l'émission sans moi. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... c'est un truc que je partage vraiment avec vous, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et moi aussi, je fais ça pour gâter ma famille, mes enfants, mes parents. Les moments de bonheur. Mais ouais, bien sûr. Moi, j'étais élevée comme ça. Bien, moi, j'ai perdu. Alors, mesdames, on va revenir un petit peu à Sophie quand même. Ça, quand même, Paul & Joe, ça a une identité singulière. C'est une identité que vous avez imposée dès le départ. Est-ce que stratégiquement, vous y avez pensé ou finalement, ça s'est fait tout seul? Zéro strat. D'accord. Je suis arrivée en 95. C'est que de l'instinct. Oui et non. Je suis arrivée en 95 dans une période où donc je devais monter ma marque parce que mes parents avaient vendu l'entreprise familiale.
pour des raisons personnelles. D'accord. Et je suis arrivée dans un marché en 95 où je entourée d'hommes, 2 frères, donc moi la fille au milieu, 2 frères, un papa, beaucoup de garçons autour de moi. Je trouvais qu'ils étaient mal sapés. Je trouvais qu'ils n'avaient pas de style. Et la mode à l'époque, c'était soit le très très haut de gamme intouchable, soit le très très cheap, mais genre en mode un peu cracra, pull gris, pantalon noir. C'était l'époque Nirvana, quoi. Ouais, un peu sans forme. Et je me suis dit, tiens, j'ai appris avec maman la fantaisie, les années justement un peu rétro, le côté un peu utilisé aussi des tissus. Je voulais monter de l'homme. Pourquoi? Travailler les collections hommes, parce qu'il n'y avait rien et parce que je voulais m'inspirer des codes femmes pour créer de l'homme. Ouais. D'accord. Et inversement aussi aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quoi le premier modèle que vous avez créé? Vous vous en souvenez? Oui. J'avais créé des chemises. D'accord. Évidemment, parce que c'est ce que je savais le mieux faire. Et pour femme ou pour homme ou les deux tout de suite? C'était de l'homme qui était acheté par des femmes déjà à l'époque. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'était un côté un peu unisexe, un côté un peu oversize. Donc c'était la chemise d'homme qui était en fait coupée dans des tissus qui étaient souvent des tissus papier peint, qui étaient des tissus d'ameublement recoloriés, encore comme je le disais tout à l'heure, dans des coupes un peu plus fitées aussi parce que on était assez dans l'oversize dans les années 90, donc j'ai un peu refité. Et c'était un peu les Happy Days, parce que j'adorais la série quand j'étais petite avec Fonzie et compagnie. Et c'était les looks Happy Days. Happy Days. Voilà, et je voulais absolument ça. On fait les jingles. C'était, tu sais, les blouses. Alors, j'ai commencé par la chemise, après j'ai travaillé les pantalons, un peu stapresse, hein, tu sais, c'était les pantalons un peu hyper fités, légèrement bootcut, et les petits blousons un peu Teddy. Donc c'était la garde-robe Paul & Joe, dans de la couleur, dans des impressions un peu différentes, dans des fleurs, dans la fraîcheur. Et ça a marché tout de suite? Ça a marché tout de suite. Il y a des boutons spéciaux aussi, non? Toujours. Et est-ce qu'on j'adore les doublures aussi. Toutes les finitions qu'on voit pas. J'aime les vêtements, travailler les vêtements à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et en 1995, quand vous lancez ça, comment ça a accueilli en fait? Vous me dites que ça a marché tout de suite, mais est-ce qu'il y a eu des défis quand même qu'il a fallu relever? Bien sûr qu'il y a eu des défis. Je te raconterai des anecdotes assez drôles. L'histoire, c'était comment aller à la pêche aux clients. Il n'y avait pas de réseau, il y avait les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Internet, Il n'y avait pas, et tant mieux, parce qu'en vrai, on avait la possibilité de plus attraper les clients à travers ce qu'on appelle des salons. Des salons où on montrait nos collections, on recevait des clients du monde entier. À la porte de Versailles, ça s'appelait le SEM, le salon de l'élégant, de l'habillement masculin. D'accord. Enfin, un peu le nom. Et moi, j'avais la chance d'être proche du président de la fédération qui avait monté un espace qui s'appelait le Nouvel Espace pour les jeunes créateurs. Puisque je bossais avec lui, on faisait les salons avec le garage. Donc je l'avais appelé pour lui expliquer. Regarde, je monte une marque, c'est Paul & Joe, il faut que est-ce que je peux avoir un stand, même si petit soit-il, mais au Nouvel Espace, parce qu'il y avait les jeunes maisons, il y avait à l'époque Dries, il y avait D-Square qui démarrait aussi. Il y avait D-Square, on était ensemble, on était jeunes, on était Canadiens, on savait rien. C'était Canadien. Oui, les D-Square, c'était mes grands copains de l'Inédan, qu'est-ce qu'on rigolait pendant les salons. Et donc j'ai réussi à avoir ce micro-stand, je voulais faire une déco particulière un peu yéyé années 60, je suis allée acheter de la moquette imprimée en second hand déjà, un petit papier peint. J'ai voulu faire un corner, un stand pendant le salon avec une particularité qui fait que ça attire l'œil. J'ai tout fait à la main. Le premier jour du salon, donc il y avait énormément d'acheteurs qui rôdaient et je vois des Japonais passer, repasser, hyper stylés parce que tu le vois tout de suite à l'œil. Tu vois les acheteurs et moi j'étais bonjour, hi, can I help you? Ils parlaient pas du tout un mot ni d'anglais ni de français, donc c'était un peu une histoire de mime, c'était assez drôle. Et donc les Japonais ont tout de suite craqué sur la créa, sur l'originalité, sur le made in France. Parce que c'est ce qu'ils cherchent là-bas. Et ils étaient comme des fous à tel point qu'on avait au tout premier, les tout premiers jours. Vous avez une rupture de stock? Non, parce que c'était en précommande. Parce que moi, je ne fabriquais déjà à l'époque que ce que je vendais. Je prenais les commandes, mais comme j'avais des ateliers qui étaient à proximité en France, j'avais la réactivité des imprimeurs qui étaient à Lyon et des fabricants qui étaient dans le Nord. Donc, au lieu d'attendre 4, 5, 6 mois, je pouvais être réactive. En 1 mois, je pouvais déjà. Donc, j'attendais pas 6 mois avant de livrer, de facturer et de livrer. Je pouvais déjà... Tu vas m'auto-financer et je me suis auto-financée parce que je demandais des acomptes aux clients. Et ça, c'est un des aspects les plus gratifiants, ça, pour vous, finalement, Sophie Micheli. C'est de vous être auto-financée, de vous être lancée comme ça. Si vous deviez retenir quelque chose, c'est ça aussi, c'est-à-dire la volonté de faire seule et d'avoir réussi. C'est commencer. Il faut projeter ce qu'on a envie de faire pour y arriver. On peut peut-être donner un conseil aux auditeurs. À ce qu'on fait, et il faut projeter qui va porter mes vêtements. On n'est pas là pour faire des vêtements qu'on va mettre dans des musées.
Je suis là pour faire des vêtements qui vont être appréciés, qui vont être portés. Lorsqu'ils vont être portés, les gens vont être complimentés et c'est comme ça que ça marche. Puis il y a deux trucs aussi, tu as le savoir-faire, mais tu as le faire savoir aussi. Quand tu racontais que tu as fait ton petit corner avec ta petite tapisserie et ta petite moquette, ça veut dire que ça attire l'œil et ça c'est le faire savoir et ça c'est super important. Super. Ce que tu dis est d'autant plus important qu'on n'a pas besoin d'avoir de très gros moyens pour commencer et pour démarrer une affaire. Il faut être débrouillard, il faut être smart. Il faut avoir beaucoup de temps aussi. Moi je disais, parce qu'il y a des jeunes qui des fois, des jeunes filles qui me disent « Ah, mais j'ai pas les usines, j'ai pas les tissus. » Ben, je lui dis « Écoute, tu vas chez le retoucheur d'en bas, tu vas lui expliquer. Tu vas être sympa, le matin tu vas lui amener un petit pain au chocolat, tu vas lui offrir un café, tu vas lui montrer que tu as envie, tu vas lui dire voilà je voudrais faire une robe comme ci, comme ça, les tissus tu vas au marché Saint-Pierre, il y a toujours moyen. Les gens qui disent oui j'ai pas de moyens, j'y arrive pas, c'est pas vrai. Pour ceux qui ont envie de faire de la comédie, du chant et de faire une carrière similaire à la vôtre, Christelle Cholet, c'est pareil finalement, c'est se donner les moyens soi-même en fait, c'est ce que vous faites puisque vous avez en plus acheté votre propre théâtre. Oui parce que c'est aussi un désir de liberté, de pas toujours devoir demander. On est dépendant de plein de choses quand on est en autoproduction, qu'on ne fait pas partie d'une grosse grosse entreprise de l'humour, on est obligé d'aller gratter à la porte des théâtres pour savoir si on peut jouer de telle date à telle date et tout. Puis à un moment, quand l'occasion se présente, c'est aussi une question d'occasion, parce que moi je pensais jamais acheter un théâtre de ma vie, puis ça s'est présenté et parce que j'ai eu les gens autour aussi, mon mari. C'est Philippe, quand les étoiles sont alignées, bien sûr, que tu rencontres la bonne personne au bon moment, que la personne parle de la chose, que toi tu interviens dans la conversation et que tu vois qu'en fait ça peut aboutir à quelque chose. Puis c'est là qu'il faut dire oui. Mais c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Non, c'est le fruit du travail et tout. Mais c'est le travail, la volonté. Il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut faire. On est acteur. Acteur, ça veut dire qu'on faut avoir la volonté aussi entrepreneuriale. Il faut avoir envie d'être entrepreneur. Mais quand c'est quand même moins compliqué quand tu veux faire quelque chose, que tu veux écrire quelque chose et tout. Parce que quand même là, il faut aller chercher les tissus. Il faut effectivement. T'as raison quand tu dis ouais, on va voir le mec qui fait de la couture en bas et tout. Il y a moyen aujourd'hui, encore plus moyen qu'avant, parce qu'avec toutes ces tendances d'upcycling, aujourd'hui les tissus, t'as pas besoin d'aller dans les usines en Italie où ils vont t'imposer des minimums pas possibles, avec des majorations de prix, etc. Tu peux aller un peu. Tu peux faire de la récup. Et ça fait quoi ça crée des liens. Des petites séries, des séries limitées. Quand il y a plus, on passe à autre chose. Comme ça, les gens sont encore plus excités que quand ça sort. On sait que c'est des petites quantités, donc du coup les gens ils vont y aller tout de suite. Que c'est fait ici, que c'est des tissus récupérés et que c'est pas encore relancer une machine de fabrication encore longue et ça, vous en aviez conscience dès le départ finalement, Sophie, puisque vous étiez que sur commande. Déjà en 1995, vous saviez qu'il fallait pas consommer, surproduire, quoi. Alors, et en plus, j'avais pas les moyens de fabriquer, de stocker, d'attendre le client pour encaisser. Il fallait que je monte cette collection, que je la montre aux clients, et le plus important, c'est que les clients, que ça leur plaise, qui commandent. Et moi, c'était sous forme d'acompte. Moi, j'avais besoin des acomptes de mes clients pour pouvoir lancer la prod, acheter mes tissus, pour pouvoir convaincre les banques aussi de monsieur en me disant regardez, j'ai tout ça de commande, les gars, faites-moi confiance. En plus, c'était pas n'importe quel client. J'ai tout de suite eu des clients absolument extraordinaires. À l'export, les Français sont venus bien après. Et en fait, est-ce que c'est vrai qu'en France, peut-être que c'est plus comme ça maintenant, mais à l'époque, il fallait réussir ailleurs, justement, pour rebondir sur ce que vous dites. C'est toujours le cas. Pour réussir en France. C'est vrai, il y a un petit côté comme ça. On est prophète en son pays. On est un petit peu, malgré tout, les Français, on est un peu followers. On est un peu suiveurs. Il faut qu'on voit qu'à New York, alors aujourd'hui, c'est sous forme, tu sais, d'influenceurs et qui portent ou de personnes un peu connues. Mais c'est sûr qu'il y a plus d'écho quand ça démarre à l'étranger. Tu me disais, Christelle, que tu pensais que Paul Anjo était anglais ou américain. Oui, c'est vrai qu'au départ, on parlait, on pensait vraiment que c'était anglais ou américain. Eh bien non, c'est bien français. C'est bien français. Mais il y a ça, mais il y a aussi le syndrome des gens à l'international qui pensent que vraiment la France est quand même le pays de la mode. Enfin, moi j'entends quand on se balade un peu ailleurs, on entend mais vous à Paris. Enfin voilà, il y a quand même. Mesdames, on va continuer cette conversation juste après la coupure. C'est toujours excellent, chers auditeurs, et on le prouve avec la comédienne qui fait rire, mais pas que, Christelle Cholet, et la créatrice de Paul Anjo qui embellit les autres. Sophie Méchalier, on revient, les copines et les copains, tout de suite. Merci.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio jusqu'à presque 20h. Vous êtes en compagnie de la chanteuse et comédienne à la tête du théâtre de la Tour Eiffel, Christelle Cholet, et de la styliste à la tête de la maison Paul & Jo, Sophie Méchali. Alors Christelle Cholet, dans l'Opiafé, qui est dépanneuse de la chanson, votre spectacle en cours actuellement au théâtre de la Tour Eiffel. Alors vous parvenez à maintenir une touche comique unique et pourtant vous explorez des sujets, par exemple le rapport des hommes aux femmes, de la manière dont ils les regardent, et vous faites rire avec ça en pointant quand même des petits sujets de société. Oui, c'est normal, on fait rigoler avec des sujets de société aussi. Et puis, je crois que l'Ampiafé a perduré pour ça, parce qu'il y a des thèmes très très universels, comme dans les chansons de Piaf, qui sont des thèmes, les chagrins d'amour, les relations hommes-femmes, la façon dont les femmes regardent les hommes, dont les hommes regardent les femmes. Et c'est vrai que, alors je le dis pas parce que Sophie n'est pas encore venue voir le spectacle, mais tu vas voir, il y a un thème sur comment les hommes s'habillent. Et il y a vraiment un sketch là-dessus, il y a tout un sketch là-dessus. J'ai hâte de voir ça. Je ne dirai rien. J'ai vu, je ne dirai rien. Mais oui, bien sûr, je parcours, la. C'est ça votre inspiration ? C'est la société elle-même, c'est les gens. La société, c'est mon mari. Bon, j'écris avec mon mari, et parfois mon mari. C'est lui qui vous met en scène aussi. Et mon mari écrit parfois des choses vachement plus féministes que moi je ne pourrais écrire. On est vraiment un duo à la scène comme à la ville, et on s'inspire de plein de choses. Pourquoi plus féministe que vous ne pourriez-vous ? Parce que moi, parfois, je trouve, lui, il trouve utile de dire des choses, et moi, j'ai l'impression que c'est passé dans les mœurs, ou que et en fait non, parce qu'il a le regard de l'homme qui peut-être se dit non, ça il faut en parler encore. Tu vois, dans le précédent spectacle par exemple, moi j'étais très très choquée par toutes ces, évidemment comme tout le monde, par toutes ces histoires de perversion sexuelle et tout, et en fait un jour comme ça je vais lancer. Le harcèlement, tu veux dire? Oui, les harcèlements, mais oui, puis toute la vague MeToo, quoi. Mais surtout choquée par ces gens qui sont des gens très connus, ou à la tête, ou politiques, ou tu vois, et qui ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as 50, 60 ans, 40 ans, je sais pas, tu dois savoir que c'est pas bien ce que tu fais aux jeunes filles, ou c'est pas bien ce que tu fais aux femmes et tout. Et qui se mettent derrière un espèce de truc, non, mais c'était juste un petit bisou, mais t'es intelligent, tu diriges des équipes, tu fais des choses. Et ce qui est marrant, c'est que vous arrivez à faire rire avec ça, quand même. Oui, mais alors c'était l'angle, la truc, parce que je lui ai balancé le truc comme ça, j'aimerais bien parler de ça, mais c'est quand même un sujet très lourd, comment faire rigoler avec ça? Et lui, il a trouvé l'angle, il a dit, on va inverser, ça va pas être un prédateur sexuel, mais ça va être une prédatrice sexuelle qui est dans un bureau qui est au commissariat, ça, dans le spectacle que je tourne aussi qui s'appelle Reconditionné, et qui se fait interroger et qui absolument n'a rien fait, quoi. Elle dit non mais attendez, comment ça, il est rentré dans mon bureau, si ça c'est pas une preuve qu'il voulait absolument que je lui saute dessus, voilà, et ça il a su faire, il a su trouver l'angle, il a su trouver le prisme par lequel en parler. Les gens sont pétés de rire, et à la fin je dis, en tant qu'humoriste femme, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de ce sujet. Et puis aussi parce que vous avez une fille, vous êtes maman, et lui aussi, votre mari. Donc, 14 ans, ma petite bonne femme. Donc vous avez envie de lui préparer la route, quoi. Pas trop dur, une ado à la maison avec non, 2023. Franchement, elle est ma fille, elle nous écoute, je pense. Elle est formidable. Elle est incroyable. Elle vous entend, vraiment. Et puis en plus, elle est comme Sophie en face. Elle a envie de faire plein de choses. Non mais c'est vrai, j'aime bien ces personnalités. Super maman aussi. J'aime bien ces personnalités. C'est notre rôle, les mamans aussi, montrer l'exemple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman magnifique aussi, qui m'a donné envie, qui m'a montré l'exemple. Et mais toi, parfois, personnalité d'enfant. C'est notre job. Oui, mais parfois, personnalité d'enfant différente, quand même, t'as pas les mêmes retours. Et elle, dès que tu lui dis un truc, oui, d'accord, oui, on fait ça. Et puis elle essaie, puis elle va chercher, et puis elle écoute de la musique des années 60. Alors, on parlait de signature tout à l'heure, parce que vous, votre signature, Christelle Cholet, c'est vraiment d'habilement mélanger l'humour et la chanson. Vous, votre signature, Sophie Méchali, c'est quand même la fabrication française, on en parle, et puis le savoir-faire, c'est vraiment une identité distincte des produits Paul & Jo, c'est très important pour vous. Et c'est aussi pour ça qu'elle marche, votre maison, c'est votre signature, quoi. C'est ma signature, c'est le fait que je sois très très proche de mes partenaires, puisque mes fabricants sont à Paris même, et que j'ai l'occasion et la chance de pouvoir les visiter régulièrement pour qu'ensemble on élabore des nouvelles techniques artisanales adaptées à une fabrication industrielle. C'est ça. Des finitions main, sur des points sur le revers d'une veste qui sont finis à la main, des boutons recouverts d'une certaine manière dans des tissus où il y a aussi un point main revêtu sur le bouton, qui font tous ces détails et tout le travail des doublures, des finitions, font que mon vêtement sur un cintre n'est pas un vêtement lambda. Les marques aujourd'hui, et pas les moins chers, pas les plus chers, pardon, ont tendance aujourd'hui à faire
la même chose, bien sûr, et sous couvert d'un marketing important et très fort et très agressif, finalement de vendre la même chose. C'est vrai. Mais moi, ce ne sont pas mes valeurs, et c'est pas mon éducation, et c'est pas ma façon de mes valeurs de travail. Et ça vous permet de vous ancrer en fait dans l'époque contemporaine en gardant finalement des traditions, quoi. Hein, c'est ça, c'est une histoire de tradition, de transmission, ce que vous dites, Sophie Méchalier. Si on arrête ça, il est où notre héritage ? Il est où notre héritage de confection française ? Qu'est-ce qui reste par la suite ? C'est pour aujourd'hui faire des fringues, mettre un nom. Aller dans des pays à l'autre bout de la planète, on parle aussi de toutes les responsabilités et des frais de port en avion qui coûtent une fortune et qui dépensent en plus une tonne de pourriture pour notre terre. Ma foi, à la fin de la journée, rester ici, apprendre tous les jours encore plus avec les partenaires, les maîtres tailleurs avec qui je travaille, les pantalonniers avec qui je travaille sur place, la proximité, la flexibilité fait qu'on peut arriver aujourd'hui à faire de très jolies collections créatives, mettables et abordables. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a envie de porter en plus. Voilà, on a marre de porter toujours la même chose. C'est vrai que quand tu vas dans des boutiques, il y a des marques différentes. Et puis moi, ce qui me choque aussi, parce que ma grand-mère était couturière, c'est parfois, tu sais, tu mets un truc et tu dis à la personne qui te le vend, tu dis là, il y a un petit défaut, c'est pas. Là, tu dis non, mais ça va. Les gens parfois n'y connaissent rien quand ils te donnent, ils te vendent la truc. Mais c'est une histoire d'art du détail, tout ça. C'est une question d'éducation aussi. C'est-à-dire que les gens font pas la différence. La majorité des gens ne font pas la différence. C'est ça qui fait peur. Il faut rééduquer les gens justement à l'artisanat, au beau, au bien fait et au durable. Alors mesdames, vous avez d'autres points communs. Vous, Sophie Méchalier, vous avez construit Paul & Joe autour d'un équilibre subtil entre le masculin et le féminin, justement. Et vous, Christelle Cholet, vous mélangez différents styles, différentes tonalités. Il faut trouver un équilibre entre la tradition et l'innovation. Par exemple, quand vous chantez Piaf et que vous la chantez en rock'n'roll, c'est quand même pas évident au départ. Je crois qu'on a le même secret, c'est-à-dire que c'est respecter absolument, pour moi, la chanteuse qui est Piaf. Donc, je vais reprendre les chansons de Piaf et je vais faire comme si, en fait, très égoïstement, avec un ego démesuré, comme si c'était ma chanson et qu'on me l'avait proposée. Et finalement, à partir du moment... Réapproprié. C'est dur à dire. Mais finalement, quand on ne détourne pas le fond de la chanson, c'est-à-dire le texte et ce qui est raconté, et qu'on essaie de bien chanter et de faire des beaux arrangements, ça marche. La preuve, la foule est devenue un rap dans mon spectacle, et finalement, on entend les paroles et ça marche bien, et on n'est pas choqué en fait. Non. C'est vrai, il n'y a pas mais il y a même des gens de 80 balais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où on se pose la question, même si effectivement... parce que c'est vrai qu'on pourrait se la poser quand même. Piaf, c'est Piaf, quoi. C'est un peu un monstre de la chanson, et on se dit c'est presque intouchable. Et vous y arrivez et on ne se pose pas la question pendant le spectacle. Non, parce que je crois que j'aime profondément, comme quand elle dit je prends des inspirations d'autres temps, elle se moque pas des années 60. C'est pas grimé. C'est pas grimé, elle reprend des choses qui sont des trucs presque intemporels. C'est sûr. C'est comme on dit, la mode est un éternel recommencement. En vrai, on n'invente rien aujourd'hui. On réadapte. C'est comme la cuisine. On change un peu les ingrédients. Voilà, c'est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire un peu de sel-là, un peu de poivre par ici. Et puis justement, on allie cette tradition, cette innovation. Et ça, c'est ce que vous arrivez à faire aussi. C'est-à-dire recréer le langage d'avant et le mettre au goût du jour avec... Sans tomber dans le nostalgie angoissant et en faisant du neuf, anxiogène. Et on a envie d'avoir des petites pointes comme ça qui nous rappellent comment étaient habillées nos mamans, et aussi les photos de nos grands-parents. Quand je te parlais du savoir-faire, de tout ce qui est, tu sais, linge de maison, un peu début siècle dernier, tous ces points parisiens, ces entre-deux dentelles de Calais. J'ai la chance d'avoir des fabricants et des denteliers. Aujourd'hui, il y en a très peu, il en reste 3 à 4 en France, avec qui je travaille depuis 28 ans, avec qui on continue à partager, à trouver des astuces aussi par rapport à la couture, où on peut avoir une broderie ou un article qui a beaucoup de gueule, fait en France, mais avec des astuces qui font que, à moindre coût, on peut arriver à sortir un vêtement qui va être vendable à un prix. Et vous avez besoin de ce pont-là aussi, Sophie, des autres. C'est-à-dire, vous avez besoin de ce pont-là, de vos fabricants, des gens qui vous entourent. De toute façon, on n'est rien seul, c'est comme toi. Moi, je le dis tout le temps à la fin de mes spectacles, si j'ai pas mon ingénieur du son, mes musiciens. Vous dites, d'ailleurs, vous remerciez absolument tout le monde, Christelle Cholet, à la fin de votre spectacle. Parce que les ouvreurs et les ouvreuses d'un théâtre, c'est très important. Parce que quand t'arrives, si tes ouvreurs ont mal accueilli le public, ils sont pas sympas, les gens ne sont pas dans une bonne, dans un bon move, tu vois. Donc, c'est hyper important. Tout le monde est important à chaque place. Je leur dis tout le temps à tous mes petits
On a le rôle d'un chef d'orchestre en vrai. Ouais. Mais si on n'a pas les musiciens qu'on aura nous sélectionnés, parce que ça c'est arbitraire, c'est toi qui vas dire je vais avoir quelqu'un au piano, quelqu'un à la basse, quelqu'un au je ne sais quoi. Et en fait c'est ce qui fait que ça fonctionne. Quoi Max aux platines, ouais. Max étant l'ingénieur du son, le réalisateur de ce soir. Non mais c'est vrai, on choisit. Et puis après il y a l'exigence aussi, l'exigence d'avoir des gens d'avoir des gens qu'on aime et qu'on admire autour, et l'exigence du travail, parce que ça c'est très important aussi. Et à un moment donné, ces gens-là font partie intégrante du team et sont autant impliqués que toi-même. Ils veulent que ça marche. La famille. Mais c'est notre travail aussi, c'est de faire en sorte que les gens avec qui on travaille, pour avancer et pour faire que l'entreprise, elle peut perdurer, c'est de leur montrer que c'est leur entreprise. Mesdames, vous êtes des mères universelles l'une et l'autre en fait, finalement. Oui, c'est un peu ça, quoi. D'ailleurs, on va habiter ensemble. On va habiter ensemble à partir de ce soir. Vous allez rassembler tous les enfants, tous les ouvreurs. Il y a une petite question que je me pose quand même. Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec la pression entrepreneuriale et la liberté créative quand on est artiste? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari. J'ai un mari, mais je sais pas, c'est Shiva. Voilà, c'est Shiva, mon mari. Il a 12 mains, 12 cerveaux. Il est fabuleux. Vous bossez ensemble full time? Ouais, enfin, tout le temps. Ouais, et ça va à un moment donné, le travail, le soir, vous rentrez à la maison, encore le travail. Mais ça, c'est quand même vachement bien quand tu travailles dans des métiers artistiques comme ça, parce que bon, déjà, on a nos équipes, donc il y a les musiciens et tout avec qui on partage énormément de choses, énormément de fêtes aussi, de rire, tout ça. Et c'est vrai qu'on s'engueule très peu à la maison. On s'engueule que pour du travail en fait, parce que lui est pas d'accord sur un truc et que moi. Mais ça va très vite en même temps, parce que tu sais, quand tu travailles avec un metteur en scène que tu connais peu ou pas, ou en tout cas c'est pas ton mari, il va prendre des gants et puis toi aussi tu vas prendre des gants et puis il va dire tu sais quoi, je pense que là tu devrais faire ça. Mon mec il me regarde, il fait c'est de la merde. Et c'est excellent avec la comédienne à la voix de mais c'est pas évident. Mesdames, il y a la pause. Avec la comédienne à la voix de feu Christelle Cholet et la créatrice au doigt d'or Sophie Méchali. Vous restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Ça déménage dans le studio ce soir, j'ai du mal à les arrêter, même hors antenne. C'est excellent, c'est la dernière partie de votre émission avec vous. 2 personnes qui nous marquent, clairement, chacun. Alors, l'humoriste, vous êtes bienvenus. L'humoriste qui chante Christelle Cholet et la créatrice Made in France de la Maison Polenjo, Sophie Méchali. Alors, mesdames, on va parler un peu de vos parcours quand même, l'une et l'autre. Alors, qui a envie de commencer? On va voir qui prend la parole. Qui a été... voilà, Sophie. Donc, quel a été le moment décisif, Sophie Méchali, vous avez su que vous vouliez vous lancer dans votre domaine en fait? Ça a été très tôt, vous? Alors moi, ça a été très tôt parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman et des parents qui étaient dans la mode déjà à l'époque. Toute petite, j'ai été baignée, j'étais imprégnée et je voyais une maman le matin qui se levait pour aller bosser, qui avait les yeux qui pétillent et qui était belle et qui était adorée puisque je la suivais toute petite lors des voyages chez les fournisseurs, chez les façonniers, chez les imprimeurs à Côme en Italie étant gamine. Je la voyais tellement heureuse, avec des yeux qui brillent, avec des gens qui l'écoutaient avec des grands yeux, parce qu'en plus, ce qu'elle faisait, comme ça marchait, les gens étaient encore plus motivés, et je voulais être comme elle. Bon. Et ce qui me... Vous l'avez su à 5 ans, quoi. Je l'ai su à 5 ans, et j'ai adoré parce elle voyageait seule, et elle était entourée d'hommes à l'époque, pour l'époque, dans les années 80, énorme, et elle était entourée d'hommes, et les hommes l'admiraient, et en même temps l'adorer, et en même temps la craigner. Exactement. Je dis elle est trop forte. Et comme on avait un papa à la maison qui était assez dur, qui était assez à l'ancienne, j'étais contente que maman puisse un petit peu montrer que c'était la bosse dans le boulot. Et je voulais être comme elle, parce que je voulais aussi être la bosse dans un univers à l'époque qui était très masculin. Il n'y avait que des hommes dans la mode. Et en plus, tu montais une collection d'hommes en plus. Et je voulais démarrer avec l'homme. Donc il y a un truc aussi qui voulait aussi, je pense, inconsciemment, prouver aussi à mon père que j'étais capable et que j'étais pas la fille d'un couple qui avait quand même une jolie affaire déjà à l'époque, mais que j'étais capable par moi-même de m'accomplir et de gagner ma vie. Voilà. Ouais, c'est clair. Christelle Cholet, quand est-ce que ça vous est venu, vous, l'envie de la scène, l'envie du chant? Très tôt aussi? Moi, quand je suis née, je crois que j'ai chanté très tôt, mais vraiment très très tôt. Je disais quand j'étais pour le coup. Vous forciez votre famille à vous regarder chanter au dîner non, de pas famille? trop, parce que c'était pas. Enfin,
oui, c'est vrai. Il y avait du dîner de famille un peu animé comme ça, où je voulais prendre les micros chaque fois qu'on était au mariage de tonton, de tata. Je prenais les micros et chantais. Mais en fait, ma mère aimait bien le théâtre. Elle était dans un cours de théâtre amateur dans un tout petit village du Tarn. On sait même pas où c'est le Tarn, mais moi je sais où c'est le Tarn. Le Tarn, c'est la campagne. On est sur Sud Radio, donc on sait quand même où c'est. Sud. D'ailleurs, j'ai commencé ma première interview, c'était sur Sud Radio à Toulouse. Ah oui, ça date. C'était quand ça? C'était quand j'étais au conservatoire de Toulouse. D'accord. Donc je me suis fait virer à coups de pied, mais derrière. C'est pas à cause de Sud Radio? Non, pas du tout. Il y a un monsieur qui s'appelait David Girard à l'époque. Oui, il y a Max qui fait des grands yeux. Max s'y connaît. Première interview. Max connaît toute l'historique. Et moi, j'étais dans une famille qui n'était pas du tout dans le métier du spectacle. Alors, ma mère travaillait dans une maison de retraite, elle était animatrice dans une maison de retraite. Animatrice, absolument. Et mon papa, c'est magnifique. Et mon papa, il faisait des pompes à chaleur, pour faire sécher les peaux, voilà. Et du coup, c'était un peu une gageure quand même. Donc, je leur ai fait croire que j'allais à la fac, et en fait, je suis allée au conservatoire. J'ai fait comme toi. Moi aussi, je leur faisais croire que j'allais à la fac, et en fait, j'allais dans un café en bas de la fac. Le matin, je partais parce que je voulais absolument travailler et gagner ma vie. Encore une fois, c'était un truc pour moi. Donc en fait, c'était presque vital pour l'une et l'autre. En fait, il y avait même pas de discussion possible. C'était ce métier ou rien en fait. Moi aussi. Mais est-ce que c'est pas ça finalement si on doit se demander comment on réussit, finalement on réussit quand on est à 100% dans ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Pas que. Non, pas que. Les gens qui essayent. Ah non, pas que. Non. Il faut être plus malin que les autres, je pense, sincèrement. Plus malin. Mais malin, ne pas dans le sens malin un peu tordu. Malin dans le sens où il faut, encore une fois, stratégique et vraiment communiquer aux gens qui vont vous aider à y arriver. Votre passion. Ouais, c'est les rencontres aussi, c'est vrai, t'as raison. Ça passe par ça, parce que de le dire, parce que il faut montrer la sincérité aussi. Moi, je fais pas ça. Moi, quand j'ai démarré, je faisais pas ça pour gagner beaucoup d'argent. Moi non plus. Je voulais être indépendante, pouvoir me payer ce que j'ai envie, et puis faire des cadeaux, comme on disait, et pouvoir aussi vivre sans demander ni aux parents, ni au mari, ni à personne, ni à un patron. Il fallait que je le fasse par moi-même. Il y a des rencontres qui forment aussi. Moi, j'ai eu la grande chance de tomber dans une compagnie, de passer des auditions pour une compagnie qui s'appelait la compagnie Roger Louret, qui à l'époque avait un spectacle à succès qui s'appelait Les Années Twist. Roger nous a quittés cette année. Et Roger, en fait, avec lui, quand j'ai intégré cette compagnie, j'ai compris que tout était possible artistiquement. Mais tout était possible. Et comme tu dis, on a avec besoin rien de des fois. En fait, hein. On a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Voilà, mais il faut quelqu'un qui vous montre que c'est possible. Et en même temps, vous, c'est votre mère, et vous, c'est aussi vos rencontres. Quelqu'un qui te dit, tu peux le faire, bien sûr qu'on peut, on peut monter ce spectacle qui normalement nécessite un barnum, on peut le faire sans rien, on peut le faire avec ça, avec de l'idée. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ça, c'est un faux argument. Mais je crois, je suis d'accord. Pas l'argent qui fait qu'aujourd'hui on peut monter une boîte, quelle qu'elle soit. Surtout avec ce qu'on a maintenant pour le faire savoir. Les téléphones, les réseaux sociaux qui peuvent être très néfastes, mais qui peuvent être aussi des bons vecteurs de communication, de connaissances et d'images. Et comment est-ce que vous avez fait l'une et l'autre pour jongler entre votre vie de femme, de maman, de femme qui s'occupe de sa famille, et justement votre vie professionnelle? C'est lié ou complètement l'un et l'autre? Évidemment, c'est lié. Sophie Méchalet. Vous, votre fils, il travaille avec vous maintenant? Alors, j'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui aujourd'hui est DA, le directeur artistique de la ligne Homme. D'accord. Mais qui a une autre activité en parallèle. Parce qu'il ne faut pas du full avec maman, c'est ça? Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que ça peut être à un moment donné, parce qu'on est très, très, très fusionnel. Et aujourd'hui, mon fils a 32 ans. C'est un homme. Et quand il m'a proposé de reprendre l'Homme, il avait déjà d'autres activités, et musicales, et restauration. Alors justement, il a une super culture musicale. Il est très, très, très axé sur les années 60. Comment il s'appelle? Paul, c'est Paul ou Joe? On en parle, c'est lequel? C'est Joe. C'est Joe. Et il est absolument, il me bluffe tous les jours. Pourquoi? Parce que l'aventure de la musique, il l'a depuis qu'il est né, mais de toute façon, la mode et la musique, c'est vrai que intimement lié. Les courants musicaux, à chaque fois, les références pour certaines collections, avec les références, lui, il est très Kurt Cobain, toutes ces périodes un peu 80, 90, etc., dans son style vestimentaire, qu'il a apporté aussi avec la fantaisie, les fleurs et le côté un petit peu plus naïf de Paul & Joe. Donc ça fait un bon équilibre. Et maintenant, la restauration, il a monté un resto qui s'appelle Rando Roll à Saint-Germain. Et c'est des rolls. Ah oui, c'est des rolls. C'est des rolls dont la feuille vient du Japon, et il est en train de faire un carton. Il va ouvrir un deuxième à la rentrée. Donc je suis très contente aussi qu'il se fasse par lui-même, et qu'il essaye aussi de pas forcément être dans les traces de maman. Voilà, et qu'il se réalise par lui-même.
Et vous, Christelle Cholet, alors comment ça se passe avec vos enfants? Parce que vous avez cette jeune petite de 14 ans. Une bonne femme. Oui, alors elle, je l'ai emmenée avec moi en tournée partout, tout le temps. D'accord. Quand elle est née, jusqu'à ses 3 ans, quand elle est rentrée à l'école. Et ma mère et ma belle-mère sont venues la garder quand on partait en tournée. Mais elle a vécu un truc incroyable, c'est que en fait, je formais les directeurs de tournée ou les gens qui nous suivaient à changer ma fille, lui donner le biberon. C'est tellement drôle. D'ailleurs, mais c'est vrai. Et du coup, moi, je partais en tournée avec d'un côté le lit pliant, de l'autre le sac à dos, ma fille devant, incroyable. comme ça. Et les musiciens la gardaient. Génial. Enfin voilà, un des guitaristes, c'est son parrain. Elle va avoir des sourires plein la tête, plein les yeux. Vraiment. Et elle veut faire ça aussi, ta fille? Non, ma fille, elle est curieuse de tout. Donc, alors, elle joue très bien du piano. La curiosité, c'est déjà une super qualité. Dans nos métiers, dans les métiers artistiques, c'est la curiosité avant tout. La bonne curiosité. Je sais pas du tout ce qu'elle a plein de passions, la danse. Et finalement, vos enfants, c'est des catalyseurs l'une et l'autre, parce que quand on vous écoute, vous avez commencé avec les petits, vous, ils étaient petits. Moi, je venais d'accoucher de Paul quand j'ai monté Paul & Joe. Est-ce que c'est pas ça qui vous a donné l'envie aussi de tout d'un coup tout transcender? Je trouve que c'est très bien de tout faire en même temps. Moi aussi. Il y a des gens qui disent d'abord c'est ma carrière, après les enfants. Mais pourquoi? Parce qu'en vrai, nous, en plus, les femmes, on est quand même on est très doués pour pouvoir gérer 10 lièvres à la fois. Tu veux dire contrairement aux hommes? Non, je suis pas d'accord. Ne soyons pas méchantes avec ces messieurs. Mais c'est pas il est pas content, Maxou. Non, mais c'est-à-dire que quand déjà le fait de porter un enfant pendant 9 mois, de toute façon, t'es obligé. L'organisation, elle va de soi. L'organisation, quand on démarre une affaire et qu'on a des enfants petits et qu'on a une maison et on est mère de famille, etc. L'organisation, elle va de soi. On n'a pas le choix et donc du coup, on arrive à zapper, de passer du coq à l'âne, gérer nos affaires, s'occuper des enfants. Et ce qui est important, c'est de garder la joie. Ah bah oui, ça. Voilà. De pas tomber dans la dépresse. Bah oui. Non, parce qu'on connaît des mères pour qui c'est compliqué aussi. C'est pas toujours très simple de travailler et d'avoir des enfants en même temps. Après, il y a une question aussi de bonne forme, c'est-à-dire que quand tu as la santé et que voilà, parce qu'il y a évidemment des accouchements qui se passent mal et tout. Moi, j'ai joué jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, j'ai accouché et après je suis partie 2 mois après. Comme je trouvais que c'était un peu trop tôt pour lâcher ma fille parce que j'avais pas envie de m'en séparer vraiment, je dis on l'emmène en tournée. Et puis ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que si tu le racontes avant, tu dis je vais emmener ma fille de 2 mois en tournée, t'as les cheveux de tous les gens de ta toi famille c'est pire que moi parce que toi t'allais en tournée, moi j'avais mon affaire à Paris. Oui, mais donc même tu dis je vais apprendre au travail, mais non, un bébé il est là, il a besoin de toi, tu le prends sur toi. Mais même après, quand ils grandissent, quand ils commencent à marcher, tu fais on s'organise, et puis voilà quoi. Les nounous, les crèches, ça va, c'est pas. Il faut pas croire que tout est insurmontable. Après, on a de la chance d'avoir nos entreprises, en tout cas, parce que quand tu travailles ailleurs, tu vas pas amener, tu vois forcément. C'est assez souple les congés mat. Pour hommes, pour les messieurs, pour les dames, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Mesdames, on arrive à la fin de cette émission, je vous préviens quand même, parce qu'il nous reste 2 minutes au cas où. Et toi alors, raconte-nous. Non, moi je suis pas là pour ça. Alors, la dernière question, j'ai envie de vous la poser. Ça faisait longtemps que je l'avais pas posée celle-là. Christelle, tiens, que dirait Christelle Cholet quand même pour les auditeurs, que dirait l'enfant que vous étiez à l'adulte que vous êtes? Je crois que camper sur ces 2 petites pattes, tu vois, t'avais raison. Non mais c'est vrai, t'avais raison d'y croire, de ton petit village du Tarn. D'ailleurs avec tous mes amis sont encore tous là-bas, je les embrasse très fort, mon papa, ma maman aussi est là-bas, mes beaux-parents, tout ça machin. Donc et j'avais raison d'y croire, parce que finalement quand on vient d'un tout petit village comme ça et que Paris c'est très très loin et le Star System ça c'est très très loin, tout est très très loin de toi. Tu sais Christelle, t'as une chance et tu le répètes à chaque fois depuis qu'on parle là tout à l'heure, tes parents, ta famille, tes parents, bien sûr. Il faut que vous répondiez parce qu'on va devoir quitter le micro. Alors, hélas, moi je serais bien restée encore 1 heure avec vous, mais c'est Max qui veut pas. Le soutien des parents, c'est pas Max, c'est Sud Radio. Sophie Méchali, que dirait l'adulte que l'enfant plutôt, que vous étiez à l'adulte que vous êtes? Dis donc, bravo. Ouais, t'as raison. Tu es arrivé, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as construit. Bon, on va en tout cas, moi enfant, je te le dis. Bravo mesdames pour cette émission pleine d'énergie et de rire et de plaisir. C'était un bonheur. C'était un plaisir. Alors Christelle Cholet, Sophie Méchali, vous avez quand même des petites actus. Vous, Christelle Cholet, je rappelle pour les auditeurs, l'Ampiafé, dépanneuse de la chanson, on l'entend derrière. C'est votre spectacle en cours actuellement au théâtre de la Tour Eiffel. C'est le jeudi à 20h30, le vendredi à 21h, le samedi à 17h à 21h et le dimanche à 18h. Je me suis pas trompée. Exactement. Voilà. Et on rit. Et Sophie Méchali, tout sur Paul & Joe, les boutiques, les dernières collections et tout sur le site. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez partager avec les auditeurs? Oui, on sort une galette des rois Paul & Joe en partenariat avec Dalloyau. Et elle
est très gourmande. Il y a des saveurs, une saveur que j'ai rajoutée qui est les saveurs de mon enfance. La fleur d'oranger, un soupçon de miel. La fleur d'oranger, le soupçon de miel. Absolument exceptionnel. Et une forme. Et elle est déjà dispo, on peut aller l'acheter là. Non, pas encore. Elle va sortir pendant l'épiphanie, donc très bientôt. Elle est en tête de chat. Elle est en forme de tête de chat. Trop mignon. Allez, mesdames. Extraordinaire. Voilà. Merci Maxime Sénat pour ta patience. Merci à toutes les équipes de Sud Radio. Il a plus d'oreilles, Max. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission et les autres sur sudradio.fr, notre chaîne YouTube, sans oublier Twitter et tout le tintouin. Bisous les copains, les copines, c'était excellent. Bisous les copains. Bisous. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat.